Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le décryptage de la semaine avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, qui est notre consultant politique, expert électoral par ailleurs, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, et nos auditeurs qui nous suivent, et nos internautes également. Et aux auditeurs internautes, j'espère qu'ils ont passé une très belle journée, que les mamans ont eu de gros bisous, de gros cadeaux, des câlins, un peu de tout. Voilà. J'espère bien. La journée s'achève et j'espère qu'il reste encore 4 heures pour qu'on puisse dire bonne fête à nos mères, mères, épouses, enfants, tous ceux qui sont des mères d'aujourd'hui et celles de demain. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Agapit Napoléon Maforican, avant de rentrer dans le vif de ce qui nous rassemble ce soir, on va parler un peu de nos plateaux. Nos plateaux qui ont été bien évidemment animés dans le compte de Dimanche, c'est politique. L'invité Marc Laurent Razoumin, j'ai eu ces rappels-là puisque j'ai eu l'opportunité depuis plusieurs mois de vous interviewer par ici et j'ai entendu presque, sinon les mêmes choses. C'est à croire que c'était Agapit Napoléon Maforican qui était l'invité de Angèle Tobola sur ces questions qui touchent à la conférence nationale, à notre vie démocratique, un certain nombre de choses. Vous avez ressenti la même chose? Oui. Non, écoutez, disons, c'était pas moi, c'était bien le professeur Marc Laurent Razoumin qui disait des choses vraiment, effectivement, dans lesquelles je me suis retrouvé entièrement. Je pense qu'on est totalement en phase, et vous avez raison d'avoir peut-être revécu certaines phases des chroniques ou des débriefings. Je pense qu'il est important qu'après, que des intellectuels puissent ramener les choses à l'endroit. La dernière fois, c'était Jacques Ayadji qui a donné sa lecture de la conférence. Ici, le professeur Razoumin est allé plus loin, en faisant clairement la comparaison. En fait, j'ai toujours dit ici, la rupture a tué la conférence nationale. C'est une rectification. C'est une juste mesure des choses. Je vous ai dit, le dialogue politique était plus conséquent que la conférence nationale, dans la mesure où le dialogue politique est bien pensé, programmé, analysé, programmé, et qui s'est déroulé normalement, sans qu'il y ait coup de force, sans qu'il y ait imposition de vision de l'un à l'autre. C'était ce qu'on appelait réellement dialogue. À la conférence nationale, on était en banqueroute. Un État normal ne doit pas y être. Donc du coup, on ne peut pas faire une référence. On doit marquer la conférence comme une étape de notre vie, une fâcheuse étape qu'on ne doit pas rappeler tout le temps. Donc l'esprit de la conférence, je l'ai dit encore tout récemment, c'est un mauvais esprit. Voilà, c'est l'esprit de négation, d'un État en faillite, de mauvaise gouvernance. C'est l'esprit de mauvaise planification, de mauvaise gestion. On ne peut pas en faire un credo. Donc, le livre du professeur vient à propos. Je pense qu'il doit être recommandé dans les collèges de la seconde en terminale. Je pense qu'il va falloir programmer ce livre pour déconstruire ce que pendant 30 ans on a construit dans les esprits en faisant passer la conférence nationale comme la meilleure chose qui soit arrivée au Bénin. Je pense que la conférence nationale... Est-ce que la déconstruction devrait commencer par ceux qui, par exemple, sont dans le collège, puisque les élites, et ils font passer également, justement, ce message-là. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un travail qui devrait faire? Non, les élites sont déjà totalement... En fait, vous voulez dire que c'est un bois sec qui... Non, presque. Il y a des positions bloquées. Chez certains, ils n'arrivent même plus à raisonner. Alors, donc, à partir du moment où on le conseille aux adolescents, aux jeunes, aux dirigeants de demain, oui, les élites peuvent également lire. Il ne s'agit pas de casser la conférence nationale. C'est une étape de notre vie. C'est important. L'État était à terre, il fallait se retrouver. Lorsque, c'est un peu le type de labra-palab qu'on aurait souhaité, chaque fois qu'on est totalement en crise, quand on a le dos au mur. Encore que ça n'a pas été labra-palab, ça a été une sorte d'injonction de 2 monologues. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui jouait un peu au médiateur, et je vous ai dit il y a quelques jours qu'on a besoin de médiateurs nationaux. Donc, il ne s'agit pas donc de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme la conférence a jeté justement le régime précédent, le régime du PPB, alors qu'il y avait du positif en termes de construction de l'esprit patriotique, de l'esprit civique. Mais on a tout rejeté, tout jeté. On a dit voilà, il faut construire l'excellence. Mais l'excellence, c'est quoi? C'est la vengeance. Donc, le dialogue, je pense que 30 ans après,
on a connu, on a touché le fond. Le président Patrick Talon est venu avec la rupture pour rompre. Et comme l'a dit le professeur le président Yaya a tenté, mais il n'a pas réussi. Lui n'a pas réussi. Vous l'avez rappelé avec le changement, la refondation après. Exactement. Donc, le mérite du président Talon, c'est d'avoir trouvé les moyens de réussir ce qu'il a fourru. Et donc, aujourd'hui, on doit plutôt avoir comme socle la rupture. La rupture et justement la déconstruction de ce que nous avons longuement gardé, comme ici c'est le Bénin. C'est comme ça se fait. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est toujours ça. On ne peut rien faire. Non, on a vu qu'on peut faire beaucoup de choses. On a vécu la fatalité. Oui, c'est au prix du travail. Et qu'est-ce que le président Talon nous a amené? Le travail, l'abnégation, le courage. Et avec lui d'ailleurs, on a entendu, nous avons vécu les démons. Exactement. Les démons de la fatalité. Donc, Albert Thévoisier, je l'ai toujours dit, n'avait pas tort quand il s'exclamait. Mais on a gardé l'autre partie. Comme on a gardé la partie, le Bénin est le quartier latin de l'Afrique. On a oublié cet intellectualisme teinté de mesquinerie, de méchanceté, n'est pas de nature à assurer le développement du pays. On n'a pas gardé ça. On a gardé, nous avons vécu la fatalité d'Albert Thévoisier. On n'a pas gardé au travail, mes amis. Au travail, mes amis. Je pense qu'on doit prendre également le mot travail dans tous ses sens. Les vertus du travail. C'est vrai, au scolaire, on nous a appris le laboureux et ses enfants, travailler pour de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Et à la fin, on nous dit que le travail est intelligent. Mais après, est-ce qu'on comprend réellement ça? On doit revenir là-dessus au collège, et revenir là-dessus à l'université. Et dans les concours, pour entrer dans la vie professionnelle, notamment à la fonction publique, il y a des notions, des valeurs, des vertus qu'on doit insérer pour que le cadre de demain, le dirigeant de demain, puisse comprendre qu'il y a des postulats, des choses. Est-ce que ce n'est pas déjà un signal fort pour le Bénin quand on sait que le Bénin a inscrit donc la devise de notre pays dans la Constitution, où tout le monde sait que dans la fraternité, il y a la justice et puis nous devons travailler, puisqu'il y a le travail également, ce qui est une composante de notre devise. Moi, les pères fondateurs de notre devise, je les salue, et bon, c'est la devise de la nation. Ce n'est pas décliné. Et si c'est bien décliné, on doit savoir les liens pour monter. Oui, fraternité, on est des frères. Mais après, la justice, oui, on a la justice. Mais laquelle? Celle que rejette ceux qui affrontent l'État? Ou laquelle? Et le travail. On revient sur le travail. Alors, nous ne pouvons être frères que si nous sommes d'accord que nous sommes fils du même pays. Donc, fils du même père ou de la même mère patrie. Et quand on est frère, on doit lutter pour les vertus de la justice. L'un ne peut vouloir s'en accaparer plus que l'autre. Et tout ça ne peut être réalisé que par le travail. Le travail. À chacun son dû. Par le travail. À chacun son dû. Par le travail. Donc, vous comprenez qu'on peut décliner. Mais il y a mieux aujourd'hui. Pour en arriver là, il y a des balises qui ont été déplacées, qui ont été bougées et qu'il faut les remettre à leur place. Et c'est pour ça que je dis, il faut d'abord déconstruire la période 90-2015. Il ne s'agit pas, comme je dis, de tout rejeter, mais de remettre les choses à l'endroit avec les témoignages que nous avons ces temps-ci. On a eu Jacques Ayadji, on a eu le professeur Topalou, on a maintenant le professeur Macloran Rosmi. Votre serviteur, ça fait longtemps que je reviens sur ça. Et nous avons eu par ailleurs le professeur Dorothée Sosa à travers une tout récemment. Donc, voilà assez de témoignages qu'il faut remettre en scène pour que nos jeunes ne puissent pas toujours continuer à dire l'esprit de la conférence nationale, l'esprit de la conférence nationale, l'esprit de la conférence nationale. C'était un mauvais esprit. Donc, il faut qu'on puisse l'oublier et aller de l'avant pour peu que nous aimons ce pays et que nous avons envie de faire notre part du job avant que pour céder place à la nouvelle génération. Donc, ce disant, je pense que la sortie le livre du professeur Macloran Rosmi et sa sortie ce matin ont dû, j'espère bien, permettre à nos auditeurs,
à nos téléspectateurs de comprendre un peu plus ce dont nous parlions toujours. Et peut-être s'il se procurait ce livre, j'espère qu'il est disponible, je pense que ça leur permettra de pénétrer encore plus les réalités et l'analyse d'un homme de sciences, d'un universitaire, et donc de comprendre comment les choses sont passées. Et il est allé, il a fait des comparaisons, il a fait des analyses de discours. C'est un travail scientifique qui a été fait. Livré. Voilà. Très bien. Agapit Napoléon Mafourican, il y a quand même l'une des questions qui touche, vous savez que cette semaine, nous avons eu droit à donc la publication de l'équipe gouvernementale, la première donc du second quinquennat de Patrice Talon. Et justement, on a observé, on en a d'ailleurs parlé avec vous. On en revient encore parce que justement, dans cette première équipe gouvernementale, en ce qui concerne le second mandat, il y a eu suppression du ministère de la Communication et des questions se posent. Et nous avons eu justement cette belle surprise du chef de l'État qui est intervenu dans l'une des émissions de télé pour pouvoir quand même expliquer ce choix. Mais malgré ça rend, ou du moins, certains sont restés sur leur soif. Agapit Napoléon Mafourican, pourquoi ça crée tant de tollé, la suppression du ministère de la Communication? Parce qu'elle a été brutale. Donc, les esprits n'ont pas été préparés. Et donc, voilà, ça a surpris tout le monde. J'étais d'abord étonné. Oui. Ensuite, j'étais dubitatif. Est-ce que c'est réellement supprimé ou c'est juste rattaché à un ministère? Donc, j'en étais là. Ou alors, la dénomination d'un ministère, notamment le ministère de l'économie numérique, allait évoluer. Lorsqu'il y a eu ce débat, et cette intervention du chef de l'État, que je salue au passage, ça a été pour nous un honneur de recevoir, de savoir que le président suit toutes nos chaînes, notamment à télé, et qu'il puisse intervenir là-dessus. C'est un vrai bonheur pour nous. Oui. Et on doit le remercier au passage pour cette marque d'humilité et surtout d'attention. Mais pour le dire, c'est que parce qu'il n'était pas tenu d'intervenir dans l'émission. Il aurait pu prendre note et demander au porte-parole du gouvernement donc de faire une conférence de presse ou à expliquer. Donc il avait plusieurs cordes à son arc, mais moi il a choisi celle-là. Nous lui en sommes gré. Ensuite, c'est quand il a interviewé que j'ai vu, mais c'est une révolution qu'annonce le président Talon. Nous y avons cru, nous, quand il dit nous, jeunes journalistes, responsables d'associations. Nous avons organisé les États généraux de la presse béninoise en 2002. Parmi les 16 chantiers qui sont ici, les États généraux, il était question que le ministère de la Communication ne soit plus dans les relations entre médias et institutions étatiques. Nomination du DGOTB, avec des DG des organes de presse et services publics, gestion des fréquences, signature de la carte de presse. C'est le moment où le ministre en charge de communication doit intervenir. Nous avons souhaité qu'on donne les pleins pouvoirs à la HAC. C'est vrai que nous n'avons pas été suivis. On a été combattus par certains confrères qui n'y croyaient pas non plus également. Donc tout ça a fait que ça n'a pas pris. Et nous-mêmes, on a déjà fini par raccrocher. Et c'est au moment où on y pensait le moins que l'idée revient. C'était sublime, je ne savais plus où mettre la tête. Je dis, ça, c'est un bonheur personnel parce que c'est un objectif qu'on a poursuivi pendant longtemps. On n'a pas pu, on a raccroché. Et c'est au moment où on sentait un frémissement au niveau des associations. Au moment où les relations entre la HAC et les associations ne sont pas des meilleures. C'est pour là que le chef d'État décide de la révolution. C'est une grande révolution. Une très grande révolution parce que décider de se dessaisir d'un outil puissant que la communication médiatique, c'est pas aussi facile que ça. Or, quels que soient les aménagements, les arrangements qui vont être faits, c'est jamais comme si l'État avait un ministère chef de la communication. C'est une grosse avancée pour la liberté de la presse. Certains avaient bien l'impression que le ministère de la Communication était juste pour les organes de presse de service public. Combien de médias, j'ai suivi un de vos éditorialistes aujourd'hui, je ne sais pas qui disait, mais je pense que c'était Georges Anagonou, qui demandait, mais combien de journalistes se tournaient vers le ministère quand ils avaient des problèmes? Tout le monde c'est la HAC. Tout le monde c'est la HAC. C'est la HAC parce que c'est la HAC, c'est l'institution fêtière, étatique, constitutionnelle de gestion des médias. Point. Public comme privé. Point. C'est la HAC.
l'État central, le gouvernement, l'exécutif, a gardé son ministère. Et à partir du moment où il a gardé son ministère, il est évident que le ministre, formellement, est dans l'exécutif, qui est dans l'exécutif, prend le pas sur la HAC. La HAC, on lui donne la portion congrue, elle prend. Mais c'est elle qui est. C'est elle qui est. C'est elle. C'est elle. Et le candidat Patrice Talon l'avait déjà fait remarquer. Je pense que. Et nous, il faut bien le rappeler. L'avait fait remarquer et avait travaillé dans ce sens. Dans la nomination, dans la composition même de l'organe, et dans la délégation de son président, et dans le mandat. Tout à fait. La HAC est la seule institution de l'État, et la seule institution constitutionnelle où le mandat n'est pas renouvelable. Exactement. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai posé la question à un aîné quand j'étais candidat, en 2003, 2004. Je lui ai demandé, mais pourquoi le mandat n'est pas renouvelable là-bas? Je pense que nous avons demandé ça aux États-Unis d'ailleurs, que les mandats soient alignés. Pour que toutes les institutions, quand même. Voilà. Il dit, vraiment, le travail est trop harassant. Ça va vous épuiser en 5 ans, vous ne pouvez plus avoir envie de continuer. Mais il y aura toujours des gens qui ont envie de renouveler. Alors, nous on a demandé alors qu'on trouve un mécanisme de renouvellement au tiers. Par exemple, pour que l'institution ne soit pas vidée tous les 5 ans. Mais le président Talon a trouvé le mécanisme. Mais la révision de la Constitution n'ayant pas été actée en 2017, ce projet est passé, a été rangé au tiroir. Il me semble qu'actuellement, le honorable Augustin Mamboué-Bla est porteur d'un autre projet. Il va falloir se rapprocher de lui et voir un peu quel en est le contenu, quelle contribution on peut faire. Ouais. Parce que nous aussi, nous avons quelques idées qu'on peut partager. Mais, pour tout vous dire, le chef d'État a opéré une révolution. Sans contrainte, sans pression, en toute liberté, a décidé de quelque chose que les médias ont réclamé il y a 15-20 ans et qu'ils ont oublié aujourd'hui parce que bon, ils ne gagnent pas cette bataille. Et c'est au moment où ils n'y pensaient plus que ça a été fait. Je pense que ça va rester dans les annales comme une action inédite, une révolution dans le secteur des médias. Très bien. En tout cas, Agapit Napoléon Maforican, cette semaine, vous avez quand même participé à une rencontre des journalistes où vous étiez l'un des consultants pour parler de cette question-là. Et puis, le porte-parole du gouvernement y était. Il trouvait justement que cette décision du président Patrice Talon, donc de procéder à la suppression du ministère de la Communication, est une décision mûrie, pensée et annoncée au moment où il fallait. Est-ce le timing aujourd'hui? Le timing, c'est le chef d'État seul qui peut le dire. Seulement, le consultant peut opiner. On est au début du mandat. Ça fait le deuxième temps de sa vie au sommet de l'État. Puis il y a 10 ans au plus. Tout à fait. Donc il vient de finir 5 ans. Et il annonce directement, en début de séance, dans l'information de son gouvernement, que quelque chose va se passer, différemment au niveau des médias. Mais en fait, c'est les médias qui auraient dû être porteurs de cette donne et mettre la pression sur la HAC ou sur le ministère. Et c'est le chef de l'État. Est-ce que c'est le timing? Le timing. C'est lui qui l'a choisi, mais à mon avis, il a choisi un très bon timing. D'autant que des mutations sont en cours dans le secteur des médias. Beaucoup regardent les médias d'aujourd'hui comme ce que je disais. Mais vous allez voir, partout les médias connaissent les mutations, évoluent. Oh, nous sommes à l'heure de la TNT. Est-ce que l'audiovisuel public doit faire la même offre? Est-ce qu'elle doit même continuer? Est-ce qu'il doit continuer à exister de cette manière? Au moment où l'État est actionnaire majoritaire dans la société des programmes, publics comme privés. Alors, donc, lorsque vous analysez, vous vous rendez compte que le service public, même la notion de service public de l'information, doit évoluer, doit avancer. Alors donc, quand le chef d'État annonce une telle révolution, ça ne peut jamais être un hasard. Comme c'est dit, il avait la latitude d'attendre. Il avait la latitude, donc d'attendre le lendemain. Mais s'il a décidé de parler et d'expliquer, à tel pédagogue, d'expliquer avec une telle cohérence, mais vous savez que c'est un projet qu'il possède. On ne peut pas improviser de cette manière. C'est tellement cohérent que me semble, moi je suis de ceux qui pensent, je peux me tromper, que le projet est déjà au niveau présidentiel. Il a déjà eu une idée claire du schéma de ce qu'il avant de l'annoncer. Il a déjà eu non,
sans doute qu'il a commis des études, qu'il a eu des consultants, mais je pense qu'il est suffisamment outillé aujourd'hui pour nous parler de ce secteur. Très bien. Mais la question qu'on se pose, Agapit Napoléon Maforika, c'est bien beau donc de supprimer le ministère donc de la communication et de remettre à l'endroit, on pourrait le dire si les choses à l'endroit, et de pouvoir quand même restaurer les attributions de la HAC, parce que justement, Agapit Napoléon Maforika, est-ce que nos journalistes sont prêts pour cette révolution? Avec vu au regard des premières réactions, c'est non. Au regard des premières réactions, c'est comme s'ils ne se sentent pas orphelins du ministère de la communication. C'est bizarre, mais c'est compréhensible. C'est tout ce qui est nouveau. Ça jette du trouble dans les esprits. Et donc, comme les gens ne savent pas comment ça va se faire, ils s'accrochent au passé. Et pourtant, les organisations professionnelles et les journalistes ont besoin donc de se réveiller. Et je pense que ça c'est un coup. C'est une pierre dans leur jardin, mais une belle pierre. Une belle pierre dans leur jardin. C'est à eux maintenant de la saisir et de se comporter comme de dignes ambassadeurs d'une profession libérale, d'une profession noble, mais qui peinent à se taguer, à sa place. Tout simplement parce qu'elle n'a pas tous les moyens de sa politique. Et lorsque le premier des Béninois, le chef de l'exécutif, décide de vous conférer les moyens, vous devez accourir. Et donc c'est une main tendue. C'est une grosse main tendue. C'est-à-dire que c'est même vraiment tendue. Je ne sais même pas s'il faut parler de main tendue, mais c'est une offre en or. C'est une offre en or qu'on doit saisir nécessairement. Mais saisir en quoi faire? C'est important. Je pense que passer le moment de l'étonnement, il faut rapidement se retrouver et tracer les signaux de demain. Parce que là, le soldat n'attendra pas, comme le connaissant, il n'attendra pas que les gens soient prêts. Lui, il est prêt sans doute. Il avancera avec ceux qui sont autour de lui et qui sont d'accord, et qui connaissent le secteur. Il avancera sans doute avec la coalition que le régional fait. Donc, c'est pour dire que les professionnels des médias ont intérêt à s'approprier ce projet présidentiel et à repenser ce qui avait été initié. Parce que ce n'est pas que rien n'avait été fait. Nous avions initié des actions. Je suis désolé de parler de moi-même. On a initié des actions. J'ai été avec Michel Tchanou, consultant pour Osiwa, Open Society for West Africa, Osiwa. Voilà. Qui est une ONG internationale, régionale, qui finance, appuie les actions des médias notamment. Et donc, en 2013, nous avons été contactés par l'observation de la déontologie de l'éthique dans les médias pour faire un travail sur justement le principe de la co-régulation. Le principe de la co-régulation. Parce qu'il est évident que la HAC seule ne peut s'enfermer et réguler. Elle régule des structures, les entreprises de presse, les agences de presse. Elle régule le comportement des hommes de médias. Elle ne peut que créer une ambiance de concertation. Surtout que l'observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias a été créé justement pour contourner la HAC. Ou pour leur laisser à ces fonctions ultra-régaliennes, c'est-à-dire la gestion des fréquences, le suivi des programmes et l'accompagnement. Mais les questions de sanctions, cas de presse, tout ça, on estimait que ça devrait revenir à la profession. D'où le tribunal des pairs. Le tribunal des pairs. Donc, l'ODEM condamne les organes de presse. C'est la seule structure au Bénin qui va plus loin, alors qu'on n'est pas un ordre. Les ordres le font. Mais l'ODEM n'est pas un ordre. Et pourtant, les médias se soumettent, les journalistes se soumettent aux injonctions de l'ODEM et à ces condamnations, qui sont évidemment des condamnations d'ordre moral. La HAC étant la seule institution qui peut diriger un conseil de discipline et procéder des sanctions. Soit dit en passant, vous aviez proposé également la création d'un ordre. Oui, la question d'ordre, cela aurait été mieux. Cela aurait été mieux. C'est vrai qu'en Afrique, je ne sais pas, on n'en a pas vraiment dans le système francophone. Mais l'ordre aurait été une très bonne chose parce que la profession est libérale.
On ne fait pas de fonctionnariat normalement en journaliste. C'est une profession libérale. Donc, on a besoin d'une organisation interne, mais d'une police interne pour que les brebis galeuses dont on parle ici et là soient extirpées. Exactement. Vous voyez, les autres professions libérales se gèrent. C'est pas qu'elles n'ont pas de problèmes, elles ont des problèmes, mais elles se gèrent par leur police interne. Parfois, elles ne font pas autant de bruit que les médias, mais elles se gèrent. Elles se laissent très peu faire les leçons. Mais aujourd'hui, les journalistes sont tellement à la déroute. Tout le monde leur fait de la morale. On leur crie dessus. On peut être corrompus. C'est les moins bien payés. Et on les injurie ici et là. Et eux-mêmes, ils traînent leur misère. Tout ça parce que mal organisés. Donc, ils sont à la solde de n'importe qui. Et pour n'importe quel petit prébande, ils sont prêts à tout. Non. Il faut organiser tout ça. Un ordre aurait été mieux. Mais bon, la Constitution a prévu l'instance comme la HAC et l'a confié cette mission. La loi organique l'a densifié, l'a traduit dans la réalité. Donc, dès lors, la seule alternative qu'on a trouvée, c'est une sorte, disons, de collaboration dans un environnement aussi libéralisé, la caporalisation de la profession, qui peut advenir d'une institution étatique, soit-elle le ministère ou la HAC, n'est pas admise. Donc, du coup, on a estimé que il fallait que la HAC collabore avec l'ODEM pour que ça puisse fonctionner. Moi, quand j'étais à la HAC, il y a une situation qui s'est passée. Quand j'y étais, où nous avons pris la décision sur la pré-campagne et les associations professionnelles, les fêtières que nous venions de créer, on fait à la querie. On dit jamais, on ne peut pas. Et justement, cette décision n'est basée, c'est devenu une tradition à l'ARAC, mais n'est basée sur aucun test quand même. Qui vous a dit ça? Oui, bon, vous êtes un ancien conseiller. L'ARAC, rien que l'article 3, son article 3, l'article 3 de la loi organique de l'ARAC, lui permet tout. L'article 3 de la loi organique de l'ARAC lui permet de tout faire. L'article 6 de la loi organique lui permet de tout faire dans le domaine des médias et de la communication audiovisuelle. L'article 3, l'article 6, quand vous les lisez, et d'autres articles, vous comprenez que la HAC est dotée de très grands pouvoirs, d'énormes pouvoirs. Et d'ailleurs, vous avez dit que la HAC a tous les pouvoirs. Voilà, exactement, d'énormes pouvoirs, de tous les pouvoirs, effectivement, pour réguler le secteur des médias. Mais en matière administrative, en matière de sanctions, même pécuniaires, même, alors regardez, lui donne même, je vous dis, une variante de sanctions pénales. Ne faut pas jusqu'à aller condamner à la peine en prison. Mais la HAC peut condamner à des peines de sanctions pécuniaires. C'est dans la loi organique. La HAC a une fonction. Les fonctions de la HAC sont énormes. C'est parce qu'elle n'a pas toujours les moyens de sa politique. Et on va revenir. La gestion doit lui retrouver des pouvoirs. Exactement. Il donne des moyens. Donc, la HAC a beaucoup de pouvoirs. Je m'amusais quand j'y étais à dire à mes amis, nous ne sommes qu'à 20% de nos pouvoirs. Et les amis me charitaient. J'ai dit non, nous n'étions qu'à 20%. Et actuellement, si je dois évaluer, même la HAC actuelle, on a connu des différences entre la HAC, on a connu la HAC qui a suspendu le Benoît libéré, on a connu la HAC qui n'a pas renouvelé le banc de Soleil FM, et tout ça là. On a connu assez de HAC, mais ils n'ont pas dépassé encore les 40-50% de leur pouvoir. La HAC a d'énormes pouvoirs. Lisez la loi organique. Et donc l'abus n'est pas loin. Lisez le code de l'information. L'abus n'est pas loin, Agapit. Non, mais pourtant on est à la 7e mandature. Et pourtant, ça veut dire que ceux qui sont à la HAC sont des hommes. C'est des béninois. C'est des cadres. C'est des personnalités. Ils ne travaillent. Et il y a une administration quand même. La HAC travaille. Ils font de leur mieux. C'est que la dérégulation dans laquelle nous sommes retrouvés avec les technologies de l'information de la régulation, ou la question de la régulation bipolaire, la régulation sectorielle, dans laquelle on est obligé d'y aller. D'ailleurs, le chef d'État l'a dit habilement. Il a dit, mais on doit parler des communications, parce qu'il y a les télécommunications. Donc, il y a la régulation du contenu, il y a la régulation du contenant, il y a la régulation des hommes. Il y a assez de choses, même quand on est dans le domaine des médias uniquement. Je ne parle même pas des télécoms. Quand on est dans le domaine des médias uniquement, la question des médias, du statut dans le service public de l'information est un statut qu'on n'a jamais réellement clarifié. Heureusement, l'ORTB, l'ONUC, c'est les offices à caractère culturel, social et industriel, si je me trompe. Et ils ont donc des situations
réglé par cette loi-là, la loi de 1994, je pense que c'est, et des décrets d'application. D'accord. Mais quand on rentre de manière plutôt sérieuse, on reste dans le domaine des médias, ces statuts ne sont pas différents des statuts de journalistes du privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un journaliste qui est du public, un journaliste qui est du privé. Un journaliste est un journaliste. Ou bien Oui, mais dans le traitement, dans les conditions, la nette différence est là. Et la HAC ne s'en occupe pas du tout. Parce qu'il y a eu un ministère jusque-là qui... Et donc, c'est l'une des choses qui changera certainement avec la restructuration, la restauration de la HAC dans ses prérogatives. Parce que le statut, les offices à caractère social et autres, la culturelle, industrielle, oui, sont rattachés à une autorité de tutelle qui est gouvernementale. Donc du coup, la question s'est soulevée lorsqu'il fallait créer le centre multimédia des jeunes et des adolescents, à 2FM. Oui. Parce que le gouvernement a donné la fréquence à 2FM sans consulter la HAC. Or, c'est la HAC qui donne les fréquences au privé. Exactement. Le gouvernement donne les fréquences au public, la HAC donne les fréquences au privé sur la base d'un concours. C'est la même chose pour Radio Hémicycle. Hémicycle, exactement. Quand nous y étions, le dossier est venu. Pour nous, il y a eu de la pression qu'il fallait tout faire pour qu'on lance la Radio Hémicycle. Quel est le statut de Radio Hémicycle? Radio Sogema, Radio Mairie de Fi. Nous avons dit, mais quel est le statut? Puisque la loi 97-010, qui a regardé la démonopolisation des ondes, a donné la route. Et il n'y avait pas de radio. Soit les radios sont commerciales, soit elles sont non commerciales. Et dans les radios commerciales, on a donné le statut. Dans les radios non commerciales, il faut une entreprise. La radio non commerciale, on a dit, soit elle peut être confessionnelle ou également, on a donné leur typologie. Nulle part, une entreprise publique ne devrait pas avoir de radio. Un établissement public ne peut pas avoir de radio. Donc, normalement, alors, la radio de l'Assemblée nationale, Radio Hémicycle, c'est quel est son statut? Voilà la question qu'on a posée. Mais nous, la troisième mandature, on avait envoyé un mémo à l'Assemblée nationale pour dire, et au PNUD, nous avons même un programme d'appui avec le PNUD à l'époque, de renforcement des capacités. On a estimé que nous ne pouvions pas, il appartient aux députés de revoir la loi 47-010 et de donner un statut à ces radios. À ces radios, comme Radio Univers. Sur le campus. Comme radio du jeu qui utilisait qui recyclait le matériel local, il a personne, même Philippe Onsou. Au niveau de Semekodi. Nous avons tenté, le gouvernement nous a empêchés d'aller plus loin. Nous avons tenté à titre expérimental de leur donner cette fréquence-là. Mais en disant qu'il faut que le Parlement essaye de se mettre à de rectifier, ça n'a pas été. Quand la mandature qui a suivi, je pense que le dossier a été géré autrement et la radio Hémicycle a commencé. Mais aujourd'hui, la loi n'ayant pas changé, la radio Hémicycle n'a pas de statut. La preuve, qui nomme son directeur? C'est l'Assemblée nationale. Alors, l'Assemblée nationale nomme son directeur. Alors, normalement, si c'est une radio de service public, c'est la HAC qui doit proposer son directeur. Vous voyez, donc, la candidature. Exactement, c'est la HAC qui doit proposer son directeur. Donc, il y a une sorte de... Progressivement, la HAC, les prérogatives de la HAC ont été récupérées par les autres pouvoirs. Et elle n'a aucun moyen. Je vous rappelle également, nous étions à la conférence budgétaire avec la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. En 2004, c'était la première fois que j'y allais d'ailleurs. Et Mme Rosine Soglo, après avoir fait un grand réquisitoire donc de la HAC, de tout ce qu'elle fait, qu'elle n'arrive pas à réguler, elle laisse les journalistes injurer les gens, tout ça. Et avant elle, Kérékou a fait la même chose. À l'installation, le président Kérékou, c'était un réquisitoire bien en règle contre les médias. Il a expérimenté. Lui, il dit, bon d'accord, injurez-moi, moi je ne veux pas vous... Mais est-ce que ça sert à quelque chose, c'est la HAC? Voilà sa question. 8 ans après, il s'est demandé, mais est-ce que la HAC servait vraiment à quelque chose? Exactement. Mais il oublie que son ministère est là et que, bon, il empêchait la HAC de faire effectivement son travail et que parfois la HAC dit non et que le ministère dit oui. Et donc, parce que cette affaire d'A2FM, je n'aurais pas terminé. Alors, A2FM, le gouvernement donne la fréquence à A2FM. D'accord? Oui. La HAC, le écrit pour dire, non, quel est le statut? Si c'est un service public, alors là, donc, elle ne peut pas donner la fréquence et nommer le responsable. Mais d'ailleurs, la fréquence donnée là ne pourrait pas l'être parce que la même fréquence était donnée à une radio, notamment Radio Carrefour. Et le gouvernement n'a pas changé. La HAC a pris une décision pour suspendre cette fréquence. Et au moment où la HAC a envoyé l'huissier
exécuté sa décision. L'huissier Était confronté à... était à la police. Alors, est-ce que l'État va affronter l'État en plein cœur de Cotonou? Les gens de la HAC, l'huissier s'est replié, a repoussé chemin. Et donc, quand on est rentré, on est venu. Ça, c'était la deuxième mandature. Quand on est venu, on s'est confronté à cette situation. On a dû demander au gouvernement de transformer d'abord le centre, et donc de donner statut à Radio FM, à la radio ado. Est-ce que c'est public ou c'est privé? Si c'est public, donc ils auraient lui donner, le rattacher à une structure, et donc ils vont lui donner une fréquence et on va proposer la nomination, c'est responsable. Et c'était avec le feu Théophile Mocho, le ministre de la jeunesse des sports. De la jeunesse des sports. Donc, lui, il était ouvert, on a discuté, et finalement, on s'est entendu, et ils ont créé le centre multimédia des jeunes et des adolescents. Donc, un peu comme office à caractère social, culturel et donc, industriel. Et c'est ainsi qu'ils nous ont demandé de proposer la nomination. On a lancé l'appel à candidature. Ça n'a pas prospéré. Et le ministre Bonchor nous a écrit pour demander s'il pourrait nommer à titre intérim Sosumbo, notre consoeur à l'époque. Donc, on a accepté et c'est comme ça qu'elle a été nommée. Et après. Et donc, c'est comme ça la situation avait été. Voilà, par rapport. Donc, on a pu régler, quand on est arrivé, la situation du centre multimédia des jeunes et des adolescents, à 2FM. Ah, mais avec l'Assemblée, on n'a pas pu. Et après, aujourd'hui, quel est le statut de Radio Hémicycle? Il n'y en a pas. Donc, alors que c'est les parlementaires, il a suivi simplement d'une proposition de loi de changer la loi. Est-ce que c'est difficile? Pas du tout. Mais le problème est qui porte. Il faut que quelqu'un soit conscient. Est-ce que nos correspondances étaient bien remontées? Est-ce que. Donc, parce que la HAC même s'est sentie affaiblie. Je voulais dire, on est allé à la conférence budgétaire. Madame Rosy Soglo, après nous avons dit tout ce qu'elle voulait dire, a quand même dit, mais bon, voilà, quand vous êtes une institution, regardez même votre budget, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire avec un tel budget. Okay. Hein, quand vous finissez de fonctionner, comment vous pouvez agir avec? Et l'une des recommandations, vous voyez, Madame Rosine, en tant que députée, c'est quand même, je pense qu'il faut lui rendre hommage, parce qu'elle s'est soulevé le chaud et le froid, et pour une journée des mères, il faut lui faire un gros coucou, comme une grande dame, parfois elle s'emporte comme elle sait le faire, c'est son tempérament, on ne peut pas le lui enlever, mais nous avons eu des batailles gagnées en 97 par rapport à la loi 010, c'est grâce à elle qu'on a commencé par atténuer les peines privatives de liberté, et beaucoup de peines qui étaient dans la loi 72. Et voilà, ça c'était une digression. Alors, la commission budgétaire a demandé en recommandation, qu'on rehausse de manière substantielle le budget de la HAC pour lui permettre de faire son travail. Au lieu de remonter, ça a été abaissé. Et pourquoi? Parce que la HAC est entrée en conflit. À dire qu'à partir du moment où la HAC n'arrivait pas à faire ce que le gouvernement voulait à l'époque, bon voilà, le budget était restreint, tout simplement. C'est-à-dire que non, ce qui s'est passé, c'est que bon voilà, le gouvernement estime que il y a des contraintes budgétaires, il fallait faire des coupes. Et bon, la HAC a toujours été l'institution favorable. La HAC a toujours été une décision par laquelle les coups de ciseaux du ministère des Finances et de l'économie passent rapidement. Et voilà. Donc l'institution n'a jamais été à la hauteur de faire son travail, parce que les moyens conséquents ne lui ont jamais été donnés. Et donc, avec le temps, quand on a quitté, la mandature qui a suivi a fait de son mieux en disant, bon, nous on fera de notre mieux avec les moyens que nous avons, sans nous heurter au gouvernement, parce que bon, si vous n'êtes pas dans la logique, vous ne pouvez pas avoir les moyens conséquents. Vous voyez, donc. Et quand on suit quand même Agapit Napoléon Maforican, quand on suit le chef de l'État, on a bien l'impression, après vous avoir écouté, on a bien l'impression qu'il est au parfum de ces différentes préoccupations, parce qu'il a dit justement que nous mettrons à disposition de la HAC les moyens qu'il faut. Il faut lire son projet de société sur les médias et vous allez comprendre qu'il est tellement au parfum. Le président connaît les médias, connaît les difficultés. D'ailleurs, autour de lui, il y a eu des journalistes, Abidine l'a dit, qu'ils étaient là, Edouard Loko était là, nos confrères, Michel Chanou, ils étaient d'une manière ou d'une autre, ils étaient tous là, Loko, Aoudo, je ne sais pas, Apollo Adjovi, et les aînés de tous les camps, que ce soit de la jeunesse, de la nouvelle génération, que ce soit de l'ancienne génération, beaucoup de confrères étaient autour du candidat Patrice Talon. Il connaît le secteur, il connaît la HAC, il connaît les médias. Donc, ce qui s'est passé, et moi, je n'étais pas là, donc je suis un peu en retrait. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que
Si la révision constitutionnelle avait fonctionné en 2017, je pense que la HAC aurait été retouchée. Maintenant, je vais faire attention pour voir un peu la nouvelle mouture dans la Constitution révisée. Mais il va falloir voir, je sais que le mandat est renouvelable, mais après, est-ce que l'équilibre que le chef d'État voulait dans les nominations, tout comme à la Cour constitutionnelle, quand les gens lui font le procès, mais comme je le dis toujours, les gens devraient retourner vers eux-mêmes en se demandant pourquoi nous l'avons commis, pourquoi on a rejeté la révision de 2017. C'est la faute, c'est un peu comme le péché du Jardin d'Éden, c'est la même chose. C'est la faute de départ, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Hein, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Et que ça nous a créé tous les autres problèmes. Si les gens, la Constitution de 2017, si la révision constitutionnelle de 2017 avait eu lieu, avait marché, la Cour constitutionnelle aurait été montée autrement. La RAC aurait été montée autrement. Et de nouveaux lignées, des relations d'équilibre entre institutions auraient été. Les gens se sont accrochés à il veut se donner des pouvoirs, il veut ratifier seul. Mais des accords qu'on signe, qu'on vous habilite à ratifier en attendant que le Parlement connaisse et fasse ses recommandations en quoi? C'est pour que le pays puisse entrer rapidement dans les fonds. Comment parfois les accords de ratification sont rejetés? Puis c'est des crédits, la plupart des temps c'est des crédits, ou bien c'est des adhésions à des instruments internationaux, à des standards de gestion mondiale. Alors, quand vous prenez, je ne sais pas si on peut voir un rejeté. Donc, je ne comprends pas. Ouais, il y a eu tellement de manifestations d'humeur qui ont fait que la HAC, puisque nous sommes à la HAC, que ce projet n'a pas. Donc, le chef d'État connaît très bien le secteur. Et donc, son annonce n'est pas anodine. Je pense que son second temps, c'est son double mandat présidentiel, donc son début de mandat présidentiel, je pense qu'il a envie vraiment maintenant de passer aux actes. Et ce serait vraiment pour le bien de la profession. La HAC doit être dotée de ses moyens. C'est-à-dire quoi? Le conseil de régulation de la HAC doit pouvoir être réétoffé, revu dans son montage. Si on peut le faire, c'est tellement bien. La désignation du président, est-ce qu'il faut continuer que le chef d'État le désigne? Il faut être élu. Moi, au départ, j'étais partisan de l'élection. Mais après, je suis devenu un peu... Je n'ai plus de position dogmatique, parce que élu ou nommé, c'est une question de personnalité. Moi, l'essentiel est que dans le contenu, il y ait des gens qui savent de quoi on parle et qui arrivent à contribuer efficacement. Et que le conseil de régulation ne soit pas l'organe exécutif, que ce soit l'organe de décision et qu'il y ait une administration solide qui puisse remonter, qui puisse faire aboutir et mettre la haute administration, une direction générale. Hein, par exemple, nous, on a été au CSA quand on est arrivé. Quand on était au CSA, on est au Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2014. Mais aujourd'hui, le règlement intérieur de la HAC qui est en application, si je ne me trompe, c'est le règlement intérieur que la troisième mandature a monté. Si je ne me trompe, je peux me tromper, mais c'est le règlement intérieur que la troisième mandature a monté. Nous avons été au CSA. On a vu. Vous voyez, le président de la HAC, il a deux fonctions. Et donc, il préside le conseil de régulation, qui prend des décisions politiques, des décisions d'orientation, qui montrent le chemin, qui décide. C'est un peu comme un conseil d'administration. Tout à fait. Et maintenant, il y a la direction générale des médias, la direction générale qui est de la régulation, qui est l'administration, mais la grande administration, celle qui a la main pour conduire. Donc, lorsque le conseil d'administration... Et donc, certainement, on pourrait venir à cette... Je pense, regardez quand vous regardez parce que le directeur, la direction générale des médias, du développement des médias qui se trouve au ministère de la... En fait, non, ne faites pas des comparaisons. Bon, on pourrait... Non, du tout. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. La direction générale des médias, c'est même des DGDM, ça a été créé en 2000 à l'arrivée du président Yahi. Et à mon avis, ça n'a jamais été réellement opérationnel. J'ai dit, le président, le doyen d'Assis a tenté, tous les autres qui ont suivi ont tenté, ça n'a jamais été réellement. Parce que ces attributions se retrouvent déjà à la HAC. Et donc, elle tente, mais elle ne... Vous voyez, c'est-à-dire c'était un doublon. C'était un doublon. Parfois, elle fait la formation, la HAC aussi fait la formation. Parfois, elle fait... C'est-à-dire que le secteur est régulé, il faut renvoyer à tout ça, ce qui est à la HAC. Donc, l'administration, vous voyez, aujourd'hui, le montage de la Sénat, Conseil électoral, c'est exactement un peu du genre. Le montage de l'ARCEP, le Conseil de régulation et le secrétariat permanent, ou je ne sais pas comment on l'appelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser à des politiques, à des gens comme ça,
hein, disons, qui se retrouvent pour donner l'orientation, pour montrer la voie, pour décider de l'orientation. Ce n'est pas eux encore qui vont être à l'exécutif. Ce n'est pas les mêmes choses. Parce que à l'exécutif, il faut bien avoir des techniciens comme exactement, il faut avoir des techniciens qui outillés en qualité. Il faut outiller avec des moyens pour faire le travail. Il y a aujourd'hui, bon, c'est lui dans la presse qu'on dit, le procureur en guerre contre des journaux et fictifs, par exemple. La HAC avait commencé ce travail je ne sais pas si c'est sur la 4e ou la 5e mandature. Ça n'a pas prospéré. Parce que il faut que les conseillers soient devant. Si les conseillers ne... Vous allez à la HAC, maintenant vous voulez interviewer le secrétaire général de la HAC, il va vous dire nécessairement qu'il faut le président d'abord. Quand c'est ainsi, c'est qu'il n'est pas totalement libre parce qu'il est nommé sur proposition du conseil de la HAC, du président de la HAC, et le SG est nommé même par le conseil de régulation, par l'assemblée des plénières, par l'assemblée plénière. Donc, vous comprenez que ce n'est pas si facile quand c'est trop concentré comme ça. L'institution ne peut pas, parce que un ou deux problèmes entre les conseillers et c'est fini, ils ne siégeront pas. On a connu une mandature, je ne vais pas la citer, où les gens ne siégeaient plus. Les gens ne siégeaient plus. Donc, les dossiers étaient là, il n'y avait pas de décision. Et parfois, de temps en temps, le président sort des décisions pour dire que c'est le conseiller de la HAC. Donc, il y a eu des situations ubuesques à la HAC. Tout simplement parce que l'institution est laissée à elle-même. Je pense vraiment... Avec cette option du chef de l'État, est-ce que vous trouvez que la HAC est prête pour ça? Non, elle n'est pas encore totalement prête. Elle n'est pas totalement prête. Mais le président de la République ne fait rien à ça. On l'a dit. Et le directeur, le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, a parlé la dernière fois. Et il a dit, lui, il est plus proche. Non, en 5 ans, moi, je me suis fait... Le président Talon ne fait rien au hasard. Il annonce, soit il est déjà prêt. Avant, il n'annonce pas, il ne commence pas à réfléchir. Il n'annonce pas pour mettre en place un comité. Il annonce, je pense qu'il est déjà prêt. Donc, le SGG, le secrétaire général du gouvernement, adjoint, porte-parole, nous disait la dernière fois, il faut que les professionnels saisissent la balle. Il disait ça, parce que c'est important de ne pas rater ce rendez-vous. C'est un rendez-vous historique qu'il ne faut pas rater. Si les projets sont prêts, je pense que en face, ils auront un interlocuteur, le gouvernement, et en face, ils auront une HAC. Je pense que dans les 2-3 ans, quelque chose de gigantesque va se faire à ce niveau. Et les relations vont se remettre en place. En fait, les interactions vont se libérer. Et je pense que ce sera une nouvelle ère pour la presse et pour la liberté de la presse. Quand vous dites les professionnels doivent être prêts, c'est les professionnels ou justement les professionnels qui se retrouvent dans les fêtiers. Parce que jusque-là, on n'a pas encore l'avis donc des responsables de nos fêtières. Jusque-là, d'aucuns souhaitent par exemple que le chef de l'État puisse rencontrer les associations professionnelles. Voilà, et tout cela. Quand est-ce que justement ou comment saisir la main tendue du chef de l'État? Je pense que nos fêtières pêchent par leur vie autarcique. Ils vivent en autarcie. Ils oublient qu'avant eux, il y a eu d'autres. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire, peut-être pas à ceux qui sont là, que mais, profitez des anciens qui ont pris par là. Ce n'est pas une question d'argent. C'est un devoir lorsque vous sollicitez un ancien. C'est un devoir pour lui. Parce qu'il a pris par là. Il était responsable. Et donc, grâce à la profession, il s'est élevé. Mais il n'est pas resté à la maison pour être élevé. C'est lui-même qui a investi. Mais c'est le moment. Je pense que notre courte vie, nous devons la mettre à la disposition des générations. Lorsqu'on a eu la chance d'avoir été ici, d'avoir été là. Moi, je me suis mis totalement à disposition. Mais lorsque, si vous ne savez pas faire, on va dire, mais, ah oui, mais ces gens-là, ils ne veulent pas partir, c'est les mêmes. Moi, depuis un temps, j'ai fait un recul en tant que... Bon, les faits m'ont ramené encore devant la profession. Sinon, personnellement, j'étais dans une autre dynamique tranquille pour céder la place à d'autres. Mais c'est à qui vous cédez la place. Il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il soit courageux d'aller vers, à défaut d'aller vers les anciens, mais de lire la documentation existante et de lire les perspectives professionnelles et de se mettre dans la bataille.
Voilà, aujourd'hui, malgré la volonté de ceux qui sont là, je ne sais pas si il tient le bon bout. Il faudrait qu'il tienne le bon bout. Pour tenir le bon bout, il faudrait qu'il... Du côté du CNPA, par exemple, il faut que la démarche... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rengaine, une sorte de défiance à la HAC. Il ne faut pas défier la HAC. La HAC est un pouvoir, c'est une institution. On ne peut rien faire sans passer par eux. Il faut passer par le gouvernement, oui, le gouvernement peut aider. Et là, maintenant, le chef d'État a ramené les choses à l'endroit. Donc, il ne faut pas défier la HAC. Mais il faut poser le problème. Transmettre les documents à la HAC. Prendre date. Rencontrer des conseillers. À défaut de voir le président, il y a plusieurs manières. Et je dis, nous devons apprendre le lobbying. On doit apprendre à faire du lobbying. Ce qui n'est pas, nous ne savons pas le faire. Les syndicalistes béninois, je suis désolé, peut-être pas la génération actuelle, mais on a appris quoi à menacer, pas à négocier. On a appris à exiger, pas à solliciter, oui, on a appris à exiger et non souhaiter, et non solliciter. On n'a pas compris que il faut apprendre à faire des concessions mutuelles, réciproques. Nous, on demande, on veut, on exige. Et donc, on sort toutes les cartes en même temps. La violence. Et en face, donc ça se joue un rapport de force de qui a le plus de pouvoir. Je pense, on était aux États généraux en 2002, ça n'a pas été facile. On a réuni toutes les associations en fêtière. Ça n'a pas été facile, je le répète toujours. Ça n'a pas été facile. Parce que justement, on a laissé parfois peut-être notre carrière, peut-être on aurait pu exceller ailleurs. Mais le temps qu'il fallait pour négocier ces choses, discuter avec les gens ne voulaient pas se mettre ensemble. C'est pas facile de le faire. On y a cru, on s'y a donné. Certains sont morts, paix à leur âme. Mais il y en a quelques-uns encore qui vivent aujourd'hui. Mais ils doivent être contents, heureux de ce qui se passe. Je l'ai dit à un ami, pour ne pas citer Perzo, Rango, qui allait contre... Il dit non, monsieur, tu devais retourner à nos batailles de 2002 et tu vas trouver que ce que le chef d'État a fait, c'est parce que tu peux ne pas être d'accord avec la politique du président Talon. Mais ce qu'il vient de faire, c'est franchement une pierre en or dans notre jardin. C'est une pierre en or dans notre jardin. Effectivement, un ancien que vous connaissez certainement, Souleymane Bila, trouve justement que c'est une grosse opportunité pour la presse. C'est une très grosse opportunité. Donc, il appartient aux fêtières de trouver. Moi, en tant qu'ancien de la presse, de la HAC, ancien président, tout ça, là, je suis disponible. Pas parce qu'on a des ambitions de cible. Il faut que les gens se dégivrent. Parce qu'ils ont l'impression que, dès que vous mettez, c'est pas que vous avez une idée d'ambition. Mais on ne peut pas occuper 2, 3, 4 sièges à la fois. Vous ne pouvez occuper qu'une seule siège. Donc, naturellement, les autres doivent être libérés. Mais nous sommes tellement méfiants les uns des autres. Tout le monde, dans ce calcul, personne ne... Donc, il n'y a pas la méfiance, il n'y a pas la confiance. Et tout le monde se recroqueville et rien n'avance. Tout le monde s'accroche à l'aide de l'État, à la presse. Alors que cette profession est tellement ouverte qu'on peut trouver les moyens pour développer la profession. L'entreprise de l'État, ce n'est pas... On peut faire beaucoup de choses. Mais l'aide à l'État, on peut faire, oui, parce qu'on ne peut pas s'accrocher qu'à l'aide. Si on négocie des situations fiscales meilleures pour l'entreprise de presse. Moi, je me rappelle, dans nos batailles, on a abouti à ce que la HAC diminue les taux de fréquence. Et c'est la mandature à laquelle j'ai participé qui a diminué ces taux de fréquence. Donc, il y a des batailles qu'on peut avoir tranquillement. Là où l'ODEM est, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, qui a des problèmes aujourd'hui, où ils sont dans un autre siège. Alors, on a une maison des médias qu'on a acheté. On a dû acheter les immeubles qui sont à côté, les parcelles qui sont à côté. On ne l'a pas fait. On aurait pu. On avait les moyens pour le faire. Donc, ça, c'est pas marché. Mais pourquoi l'Observatoire ne va pas d'abord intégrer parce qu'il y a toujours certainement des bureaux à la maison. Il faut, d'accord, pourquoi l'Observatoire ne peut pas d'abord intégrer et que les fêtières repensent et demandent une cotisation, que les entreprises de presse cotisent, ou qu'il y ait une sorte de souscription pour régler la question de l'ODEM, et ainsi de suite, et un plaidoyer vers la HAC, vers l'État, pour qu'une partie du fonds de développement soit débloqué globalement pour restructurer la maison des médias et installer les organes sur un certain nombre d'années. Bref, il y a assez d'idées. On n'a pas besoin d'attendre nécessairement l'aide de l'État et
la nouvelle balle présidentielle que nous avons faite. On n'avait pas besoin de ça. Mais maintenant, comme on vient de la voir, je pense qu'il y a nécessité que la profession se régénère par les fêtières. Il n'y a que par les fêtières et par un mécanisme peut-être plus cohérent aujourd'hui que ce qu'on a fait. On a fait les fêtières très très centralisées. Est-ce que c'est ça qui marche encore aujourd'hui? Est-ce que l'adhésion directe n'est pas peut-être meilleure? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour que le journaliste adhère directement à l'Union en payant sa cotisation, en ayant sa carte et qu'il doit lui induire la carte de presse, il est vraiment régulier dans un organe de presse? Et, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que vous posez également la question, et certainement certains des conservateurs également se posent la question de savoir, pour un pays de 11 millions de Béninois, a-t-on besoin de 200 journaux par exemple, ou d'un certain nombre de choses? Absolument, absolument, c'est pas possible. Donc, c'est ça que je parle en fait. Donc, il y a ça. Il y a la question des fêtières. Il y a la question de l'entreprise de presse. Quel est le modèle économique? Pourquoi on doit avoir... Mais vous savez c'est difficile de se regrouper entre... je ne sais pas, il ne s'agit pas de se regrouper, il s'agit... Le Code de l'information a demandé que les gens, les entreprises, créent une société de 10 millions ou combien. Mais je pense... Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir l'entreprise de presse, mais c'est quincaillerie, c'est import-export, c'est ça, et fait le journal. Je pense que la législation doit être beaucoup plus... Le produit est particulier, donc la législation doit être particulière. L'entreprise de presse doit s'occuper que des questions de presse. À mon avis, parce que non, le type qui fait vente de tissus vend, il fait média. Celui qui fait BTP c'est média. Donc du coup, c'est facile, l'entreprise, elle est une entreprise fictive créée, et donc on retourne dans l'ancien schéma avec 200 titres qui ne paraissent même pas, qui sont sur Internet, et les gens se disent journalistes, et ils vont demander carte de presse. Mais c'est là, il y a assez de trucs à régler aujourd'hui. Donc, le modèle économique de l'entreprise, si le modèle est réglé, vous allez voir que le secteur sera bien réglé. Parce que si le modèle est réglé, on saura qui est qui. On saura qui est journaliste, on saura qui est communicateur, on saura qui est patron de presse. On saura qui... Donc, il n'y a pas d'être secrétaire dans une entreprise de presse pour avoir carte de presse. Or, pourtant, aujourd'hui, certains directeurs d'organes font cette promotion-là. Et ça échappe aux fêtières. Donc, quand vous dévoyez la profession de cette manière, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Les journalistes sont devenus comme disons, la profession, c'est un journaliste. Nous, quand nous démarrions, et je fais partie des plus anciens, je fais partie de la nouvelle génération, après la conférence nationale. Mais quand nous démarrions, les gens nous prenaient tellement au sérieux. Depuis l'université, nous devenons tellement pris au sérieux que quand tu regardes aujourd'hui l'image que le journaliste véhicule, c'est un journaliste. Les journalistes là, les gens organisent l'activité. Mais vous savez que la responsabilité que les gens trouvent, c'est d'abord au patron de presse. On trouve que bon, les journalistes ne sont pas bien payés. Ils sont tenus de rester. On les a vissés là. On ne les a pas vissés. Donc, chacun doit se battre et trouver les moyens. Moi, je dis oui, il faut déjà qu'au niveau associatif, on travaille pour assurer. Mais il faut déjà que l'entreprise même, si le gars lui-même, il vivote avec un titre qui paraît régulièrement seulement lorsque les prix d'après-bas sont payés, comment voulez-vous qu'il paye un journaliste? Une entreprise doit pouvoir être en mesure, donc tout au moins le SMIC, vous prenez la personne, vous devez assurer le minimum possible pour qu'il puisse faire le petit travail que vous lui demandez. Après, c'est vrai, lorsqu'on a regardé, vous avez 5 télévisions privées dans Cotonou, c'est 5 ou un peu plus, c'est quel marché publicitaire? C'est ça, combien de radios commerciales? Sur quel marché publicitaire? Comment voulez-vous que ça vive s'il n'y a pas d'autres moyens pour les financer, notamment les contrats politiques ou économiques? Or, quand les gens dévoient encore ces contrats, qui sont des choses normales, quand c'est signé régulièrement, mais c'est comme si le contrat là, c'est le péché d'Éden. Non. Donc, tout ça doit pouvoir être discuté. La Hackett de réguler la publicité également, notamment. C'est dans la loi organique. Elle est l'organe régulatrice de la publicité. Donc, toutes ces questions doivent pouvoir être... Bon, il y a un code sur de la publicité qui est... Absolument, ce débat, on l'a fait. Au Sénat général également. Dans les 5 chantiers que nous avons sortis en 2000, certains ont été exécutés quand nous étions, et puis après, tout ça là,
s'est écoulé progressivement. Il y a eu les décisions d'état généraux qui ont eu lieu en 2012. Là, le président Yahi qui a demandé ces états généraux, n'a pas reçu les rapports. Et bon, voilà. Les secteurs aussi, au lieu de passer à autre chose et de voir dans quelle mesure avancer, bon, attendre toujours qu'on les reçoive pour prendre ce rapport-là. Donc, donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a également le modèle. Il faut repenser. À l'heure de la TNT, est-ce qu'on a besoin d'un service public tel qu'il est aujourd'hui? Aujourd'hui, la Bénin Diffusion, bientôt, va regrouper tout le monde. Et donc, c'est l'offre programmée, c'est le programme, c'est le contenu. Alors, comment vous voulez, comment une télé va aller faire des contenus qui impactent tout le monde si une télé reste enfermée Canal 3 va faire des contenus qui impactent tout le monde si Canal 3 reste enfermé? Comment? Donc, on est obligé, c'est la bataille du contenu. Parce que votre contenu est mauvais, on vous quitte, on va ailleurs. Votre contenu est mauvais, on vous quitte, on va ailleurs. Donc, que ce soit l'ORTB, que ce soit ETL, que ce soit Canal 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'en se mettant ensemble, il faut voir peut-être dans quelle mesure développer des approches globales, hein, des programmes qui impactent. Et on a la concurrence de Canal 3, de Canal+, n'oubliez pas, qui a des programmes qui seront orientés uniquement vers l'Afrique, donc orientés vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous devons analyser cet environnement. En tant que patron de presse, analyser l'environnement pour pouvoir faire des choix et des options. Et donc, le service public doit se réorienter, obligatoirement, vers d'autres. L'ORTB, normalement, est chargée donc, de valoriser la culture béninoise, normalement. Donc, du coup, elle pourrait peut-être être réorientée sur ce terrain-là et être ancrée, je ne sais pas, en une partie sur le ministère de la Culture. Par exemple, c'est une idée, ici, ça et là. Bref, ouais, on est au début d'une nouvelle ère avec l'annonce du président. On peut se mettre à rêver, on peut se mettre à dire dithyrambique, tant que le projet présidentiel n'est pas sorti. On peut dire beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions rêver, qu'on rêve grand. Et que peut-être que nos rêves soient un peu déçus au départ, après. Mais rêvons grand pour que lorsque le gouvernement va décliner son programme, peut-être que nos rêves peuvent même aider le gouvernement, peut l'impacter. Peut-être que nos rêves grands peuvent lui permettre de piquer quelques idées dans ce que nous avons dit. Mais qui peut rêver grand? C'est encore les fêtières, c'est encore les journalistes, c'est encore les patrons de presse qui doivent le faire. Et il ne s'agit pas d'aller chercher le problème à la HAC, le problème est en leur. Pour ce qui concerne la HAC, on l'a dit. Ce qui concerne la profession, on l'a dit. Le gouvernement prend déjà sa part. Je pense que chacun doit jouer, assumer son temps, assumer son époque et assumer son statut. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforékan. Vous êtes notre consultant politique. Vous êtes par ailleurs ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous êtes consultant médias et communication. Le débat est ouvert. Le débat n'est donc pas clos. On reviendra avec vous, avec pourquoi pas les fêtiers également, avec d'autres anciens responsables des associations professionnelles ou d'autres conseillers de la HAC. Pourquoi pas. Je pense qu'il faut penser aussi au porte-parole du gouvernement. Au porte-parole du gouvernement. Qui est du secteur, qui a participé aux réformes de 2002 et qui a été très impliqué dans tout jusqu'à son départ pour la présidence. Tout à fait. Et pourquoi pas l'actuel chargé de mission qui était, bien évidemment, qui est ancien vice-président. Voilà, ancien vice-président de la HAC, ancien président du patronat, ancien président de l'ODEM. Voilà. Donc, en tout cas, vous savez, ETL vous offre toujours ces plateaux pour vous permettre de mieux comprendre un certain nombre de questions, surtout par rapport à cette option gouvernementale. Agréable soirée à chacun et à tous.